Bienvenue à tout le monde dans le troisième webinaire de cette semaine du e-commerce des biens de consommation 2025. Ce webinaire donc, est dédié à la vente de boissons alcoolisées en ligne en France. En introduction, je vais dire un mot très rapide sur Haddock, du coup, qui organise cette semaine depuis maintenant 5 ans. Donc Haddock, qui est l'agence de développement économique de la région Occitanie, on accompagne toutes les entreprises basées en région à toutes les phases de leur développement. Donc au moment de la création, de l'implantation, sur le volet innovation, dans la recherche de financement et jusqu'au développement commercial sur les marchés France et export. Et du coup, c'est dans ce cadre que s'inscrit cette semaine du e-commerce. On est là aujourd'hui avec Laurent pour animer ce webinaire et nous faisons partie du département des marchés agroalimentaires et viticoles d'Haddock. Sachez aussi, vous savez peut-être qu'Haddock est basé dans les 13 départements de la région, au plus près de vos entreprises. Et nous avons aussi la chance d'être représentés à l'international avec nos 4 antennes. Donc, n'hésitez pas à solliciter les experts, que ce soit sur leur territoire ou à l'export. Avant de commencer, on voulait aussi partager avec vous un événement qui arrive là, dédié à la filière vin. Et là, je te laisse la parole, Laurent. Oui, alors très simplement, il s'agit de Wine Connect 5e édition qui aura lieu le mardi 29 avril à Montpellier. Donc, c'est un événement qui est dédié aux solutions numériques pour la filière vin, que ce soit de la production jusqu'à la commercialisation. Et c'est organisé par l'Amélie en partenariat avec Haddock. Alors, si vous ne pouvez pas vous déplacer, sachez que dans ce cadre, on organise aussi un webinaire qui sera diffusé en live pendant cette journée, dans le but de vous initier aux bases de l'intelligence artificielle générative et vous montrer comment, voilà, c'est une première introduction, hein, mais comment elle peut devenir un super assistant pour soutenir votre stratégie à l'export. Donc, il y a tout pour s'inscrire sur la présentation qui vous sera envoyée juste après. Et vous pouvez flasher si vous êtes très rapide. Yes. Merci beaucoup, Laurent. Donc, on va rentrer dans le dur. Rapide rappel sur ce qu'est la semaine e-commerce. On l'a lancé pendant le Covid, car il y avait un réel besoin des entreprises régionales d'acquérir de la compétence et de la connaissance sur le sujet au moment où l'e-commerce est devenu complètement incontournable. On a commencé les 2 premières années à traiter les marchés agroalimentaires sous une entrée pays. Et ensuite, depuis 2023, on a élargi à l'ensemble des biens de consommation en ayant des thématiques un peu plus larges. Sachez que tous les replays sont disponibles sur la chaîne YouTube d'Adobe, donc vous aurez le lien également. L'idée, c'est pas d'être redondant, donc il y a certaines choses, j'y ferai beaucoup référence à ces replays-là, parce qu'il y a des sujets qu'on va aborder qui ont été largement traités dans ces webinaires-là. Et sachez aussi, c'est très important, que ces thématiques nous sont le fruit en fait des besoins que vous nous remontez. Et nous vous sonderons à la fin de cette semaine pour savoir les sujets que vous souhaitez traiter sur l'e-commerce. Donc, n'hésitez pas surtout à nous proposer des sujets. Donc, 3e webinaire de cette semaine et nous allons être ensemble pendant 1h30. Je suis accompagnée de Laurent qui gère notamment l'animation et la gestion de vos questions. Et au programme de ce webinaire, donc une première partie un peu plus théorique et un peu plus étude de marché qui vise à vous donner une vision d'ensemble des enjeux du marché de la vente de boissons alcoolisées en ligne en France et de vous faire un panorama des forces en présence. L'idée là vraiment c'est d'aboutir à une cartographie qui soit claire pour vous, des différents acteurs qui opèrent et on va voir qu'il y a des modèles qui sont très variés. Donc voilà, on va traiter ça, c'est assez dense, une trentaine de minutes. S'il y a des questions, donc Laurent les prendra en note et on y répondra à la fin de cette première partie. Dans la deuxième partie, donc on aura des témoignages et des retours d'expérience, d'abord avec l'e-caviste vinatis.com, puis représenté par Alban Bérard, le directeur général. Et nous aurons ensuite la chance d'entendre les témoignages de 2 entreprises régionales. La première sur les spiritueux avec La Menteuse, donc Lionel Albano, et la seconde sur le vin avec la présence de Virgile Joly. Voilà. Et donc ça, c'est le programme. Je tiens quand même à préciser et à vous remercier d'être connectés parce que nous faisons ces sessions au service du collectif, dans notre mission de service public, et vous y contribuez en partageant vos expériences, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est potentiel concurrent. Mais en tout cas, c'est important pour nous voilà, d'avoir ces échanges-là. Donc, merci beaucoup de votre présence. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur l'état d'esprit, les parties pris de ce webinaire, parce que c'est important aussi. Nous ne sommes pas un organisme de formation, d'ailleurs ces sessions sont gratuites, donc l'idée n'est pas du tout d'être exhaustif, mais de vous apporter une vision, de vous donner une vision d'ensemble des enjeux, de dresser un panorama des acteurs
et de pointer les opportunités qui existent pour vous aider à prendre des décisions commerciales. C'est vraiment ça l'idée. Ensuite, nous avons choisi d'aborder toutes les boissons alcoolisées au sens large, et pas seulement les vins, mais aussi les spiritueux et les bières, car en fait, même si ces catégories peuvent être concurrentes dans les faits, elles sont intimement liées et on peut toujours tirer des bonnes pratiques de ce qui se passe aussi ailleurs. Et d'ailleurs, une précision là-dessus, c'est aussi pour ça que nous vous avons sollicité, Vinatis, vous êtes un des rares acteurs vraiment très présents sur ces trois catégories-là. Le périmètre de l'étude, c'est bien le B2C, important à préciser aussi. Nous n'aborderons pas la vente aux professionnels, même si Vinatis évoquera qu'elle a une activité là-dessus, mais ce n'est vraiment pas le cœur de cette présentation. Et enfin, n'hésitez pas à poser vos questions, à interagir. Et on va rentrer dans le vif, en commençant par les déterminants de la vente en ligne de boissons alcoolisées en France. Alors, par déterminants, on entend les facteurs qui influencent cette vente en ligne. Je prends une respiration. Donc déjà, on va prendre de la hauteur sur l'e-commerce. L'idée, là, c'est vraiment de balayer les grandes tendances qui font le commerce en 2025. Alors, je parle d'e-commerce tout bien. Là, on va dézoomer. Et l'idée, ce sera de vraiment avoir ces tendances-là en tête sur nos familles de produits également. Donc, sachez d'abord que l'e-commerce, en 2024, a réalisé un chiffre d'affaires record, jamais égalé, et a une croissance de plus 9,6%. Là, on parle bien de tout produit, de biens et services. Donc, on constate que les pratiques d'achat en ligne sont vraiment bien ancrées dans les habitudes de consommation des Français. Aujourd'hui, on a 73%, donc quasiment les 3/4 des Français qui commandent des produits en ligne tous les mois. Donc ça, vraiment, il faut qu'on soit rassuré là-dessus, il n'y a pas de souci. Ensuite, un point sur les 3 critères clés dans la décision d'achat sur Internet. Le premier critère, ce sont les promotions, les codes de réduction, 31% des e-shoppers. Ensuite, les avis clients qui sont très importants, 31% également, et la réputation du site. Donc là, vraiment, une importance à avoir pour être compétitif et en même temps avoir une super notoriété. Ensuite, là, si on va s'intéresser un peu plus près aux shoppers e-commerce, on a un consommateur qui est très volatile, très peu fidèle. Il peut comparer les offres concurrentes en quelques clics et il zappe en permanence en fait entre le online, donc sur Internet, et le magasin, le offline. On parle dans le jargon de consommateur omnicanal, mais c'est très important de l'avoir en tête puisqu'en fait, ce consommateur est de plus en plus difficile à capter. D'où l'intérêt vraiment d'avoir une stratégie pas juste online ou offline, mais bien complète pour les marques. Autre point important sur le consommateur, il est de plus en plus exigeant. 2 chiffres qui illustrent ça, et en particulier sur l'expérience d'achat. Il y a 61% des e-shoppers qui déclarent qu'ils changent de site si les options de livraison sont plus pratiques ailleurs. Donc vraiment, il y a quelque chose de très important à avoir sur le service au niveau de la livraison. Et 1 consommateur sur 2 abandonne leur panier en cas de mauvaise information produit. Donc ça aussi, clarté de l'information. Autre tendance marquante sur l'e-commerce en général, l'achat responsable qui monte en puissance en ligne aussi. On a 1 shopper e-commerce sur 2 qui privilégie les marques engagées, écologie, locale, économie circulaire. Donc, si vous avez ces atouts-là, mettez-les en avant. Si on s'intéresse à l'usage, ça je pense que vous l'avez bien en tête, mais le mobile est devenu la nouvelle norme. On a 3/4 des achats en ligne qui sont effectués via les smartphones. C'est considérable et à intégrer aussi sur nos sites. Les réseaux sociaux qui deviennent de véritables centres commerciaux, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont vraiment de réels outils de vente aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est tout le sujet du webinaire que l'on aura en clôture de semaine e-commerce demain, puisqu'on va aborder, booster ces ventes grâce aux réseaux sociaux. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, je vous invite à le faire. Un chiffre quand même sur les réseaux sociaux qui peuvent retenir notre attention. On a les 3/4 des 18-24 ans qui font des achats via les réseaux sociaux en 2022. Donc, c'est énorme. Et ces 18-24 ans, ce sont bien sûr nos consommateurs de demain. Donc, il est très important qu'on s'intéresse à tout ça. La plateformisation du e-commerce, aussi une tendance forte. Alors, par plateformisation, on entend la multiplication des interfaces entre les consommateurs et les marques. On pense au marketplace notamment avec un omniprésent Amazon qui est utilisé par près de 70% des Français aujourd'hui. Donc, c'est énorme et la tendance continue dans ce sens-là. Et enfin, comme on dit
Last but not least, on a parlé d'IA tout à l'heure, Laurent l'a évoqué. L'IA sera aussi le principal moteur de l'innovation e-commerce en 2025, avec des exemples d'applications concrètes, hein, la personnalisation de contenu, recommandation de produits, un service client plus fluide, une optimisation de la supply chain avec une gestion des stocks prédictive, etc. Donc ça, ce sera autant d'éléments qui vont vraiment intéresser tous les acteurs de l'e-commerce en 2025. Du coup, voilà, ce panorama n'est pas exhaustif. Alban, vous aurez peut-être des choses à compléter, mais je pense que ça donne une bonne vision d'ensemble quand même des enjeux qui nous intéressent sur l'e-commerce. Et en somme, voilà, quelques mots-clés un peu pour réussir en e-commerce en 2025. Il faut prendre en compte tous ces enjeux et soigner sa livraison, son omnicanalité, la transparence, la personnalisation, l'expérience utilisateur, le service, mettre en avant ses atouts RSE et soigner sa communauté. Voilà pour les généralités. Ensuite, nous allons passer très vite aux enjeux spécifiques aux boissons alcoolisées et aux réponses que l'e-commerce peut apporter en fait sur nos marchés. Donc, a priori, les boissons alcoolisées sont peu compatibles, je dis a priori, hein, avec la vente en ligne, puisqu'on a des produits pondéreux et fragiles, donc lourds, qui sont du coup de réels freins logistiques. En plus de ça, en ligne, on a quand même une expérience d'achat amoindrie, hein, on n'a pas ces 5 sens pour effectuer son achat, pas de dégustation, pas de lien avec, pas de contact, on va dire, avec le packaging, et ce qui est très important sur nos marchés. Et le conseil aussi, et alors ça se met en place, hein, mais il est plus compliqué en ligne. Or, on va dire, contact direct avec le produit et conseil sont vraiment 2 critères très forts d'achat sur nos catégories. Et pourtant, si l'on regarde les enjeux que l'on a sur nos marchés, l'e-commerce apporte des réponses intéressantes. Alors ici, encore, l'idée, ce n'est pas d'être exhaustif sur les enjeux de nos marchés, je pense que vous les connaissez mieux que moi, mais de mettre en avant en fait, certains enjeux sur lesquels l'e-commerce va pouvoir nous aider. Donc, enjeu de renouvellement de la cible consommateur, sauf sur les bières, c'est un peu différent, on a un vrai enjeu là-dessus. Engouement sur les boissons alternatives, nos lots, on va voir comment voilà, on peut en fait essayer d'aller dans la dynamique de porosité, on va dire, entre les catégories grâce à l'e-commerce. Achat de prescription et importance de la recommandation. Ça, on va voir aussi comment l'e-commerce, les réseaux sociaux, etc. peuvent finalement nous apporter des outils pour répondre à cette déterminante qui est très forte sur nos marchés. Recherche d'une consommation décomplexée. Et là, ça rejoint un peu l'enjeu de renouvellement de la cible consommateur. Quand on interroge les jeunes générations, finalement, le vin en particulier peut intimider, entre guillemets. On recherche vraiment une consommation beaucoup plus simple. Donc, l'e-commerce aussi et les acteurs apportent des solutions là-dessus. Arbitrage dans les dépenses et descente en gamme. Ça, on y est tous confrontés. Et le moins mais mieux. Donc, consommer moins mais mieux, et notamment du craft, du premium, etc. Donc, on va voir maintenant en quoi, en fait, l'e-commerce peut en partie répondre à ces enjeux. Alors, je dis bien en partie, puisque l'e-commerce, c'est une réponse parmi d'autres, hein, ce n'est pas la solution miracle, il y aura plein d'autres leviers, packaging, offre, etc. Mais l'e-commerce peut nous aider aussi à répondre à toutes ces cibles, à tous ces enjeux-là. D'abord, sur la cible consommateur. Donc, l'e-commerce peut vous permettre, très naturellement, d'élargir votre zone de chalandise avec la livraison, de toucher les urbains aussi, qui ont souvent un pouvoir d'achat un peu plus élevé. On voit que les urbains font plus appel à l'e-commerce et notamment à la livraison. Ça peut vous permettre de rajeunir votre cible, et ça, c'est un vrai enjeu notamment pour le vin. Et l'e-commerce peut vous permettre de toucher de façon privilégiée les millennials ou génération Y. Vous voyez, c'est la génération encadrée en bleu. Ce sont les plus gros paniers e-commerce en fait en France. On a du mal à les capter en magasin offline, hein, c'est voilà, des générations qui ont d'autres habitudes de consommation, on l'a vu. Et pourtant, en fait, cette cible-là, qui représente un gros potentiel en termes de panier d'achat, est bien présente sur Internet et achète du vin sur Internet, puisque un acheteur de vin sur 2 en ligne a moins de 35 ans. Tout ce que je veux dire, c'est qu'ils sont là, il suffit d'aller les chercher, et ça peut être un moyen aussi de les initier un peu plus, notamment sur les rouges, sur tous ces produits qui sont un peu moins accessibles pour cette cible-là.
Euh, le, on- alors, je voulais faire quand même un focus sur les cibles un peu plus seniors. Pour rappel ou pour information, en 2022, c'est 77% des achats de vin qui étaient réalisés par les plus de 50 ans, au global, hein, tout circuit. Et on remarque en fait ces catégories seniors se sont mises au e-commerce, donc c'est pas à les abandonner que de développer et de mettre des efforts sur l'e-commerce. Alors on a certes des paniers moyens moins élevés, mais la croissance est là. Donc c'est important d'avoir cela en tête aussi. Concernant le profil type de l'acheteur de vin au e-commerce, il s'agit en premier lieu de connaisseurs en quête de grands crus au meilleur prix, et ils cherchent à accéder aussi à des produits exclusifs, à l'image des vins primeurs. Donc ça, c'est vraiment le consommateur e-commerce type de vin. Euh, Ils sont à la recherche de produits de niche. Or, sur l'e-commerce, les produits de niche ont toute leur place, et peut-être même plus qu'en magasin, où on a un impératif de rotation encore plus important. Donc, finalement, ces consommateurs amateurs-là, il faut continuer à les adresser parce qu'ils représentent un potentiel important. Mais il conviendra aussi de s'inscrire dans des concepts un peu plus innovants, visant à démocratiser la consommation. On a parlé tout à l'heure de consommation décomplexée. Et ça, pour le coup, les pure players e-commerce sont très fortes de propositions là-dessus, avec les box, des sélections, etc. On verra un peu plus dans le détail toutes ces propositions-là. Et pour finir, concernant les réseaux sociaux, on a vu en introduction l'importance qu'ils peuvent avoir, notamment sur les marchés de prescription où les recommandations sont très importantes. Donc là, on en parlera aussi pendant 1 heure et demie demain, donc n'hésitez pas. Mais il conviendra vraiment de choisir les plateformes pertinentes en fonction de votre cible. Et d'ailleurs, attention aux idées reçues sur les réseaux sociaux, puisqu'en fait, ça c'est le baromètre Sowine qui le précisait, on voit que les 36-65 ans sont plus nombreux à suivre les influenceurs vins et spiritueux que les 18-35 ans. Donc en fait, vous pouvez, enfin, je veux dire, vous adressez aussi votre cœur cible via les réseaux sociaux. Voilà. Et avant de se lancer, on voulait partager avec vous une rapide checklist en fait des. Hop, excusez-moi, je suis perdue. Checklist des prérequis, on va dire, quand on veut se lancer dans l'e-commerce de boissons alcoolisées. Une infographie qui sort du baromètre Sowine également, qui résume bien en fait les enjeux importants pour réussir en ligne quand on vend des boissons alcoolisées. Donc, les 3 critères d'achat spécifiques au vin, on a évoqué, ça rejoint un peu ce qu'on disait en introduction, mais là, c'est vraiment spécifique au vin. Donc, prix attractif et promotion, qualité de la sélection et frais de livraison. Et de là découlent, on va dire, les prérequis qu'on a listés, qui sont non exhaustifs également, mais je pense que ça donne vraiment le cadre. Donc, d'abord, travailler à sa largeur d'offre et la qualité de l'information. Qualité de l'information, on a vu qu'il y avait des abandons de paniers quand l'information produit n'était pas assez spécifique. Largeur de l'offre, alors pour plusieurs raisons, mais notamment pour fidéliser ses clients, mais aussi pour élargir sa cible consommateur. Et c'est d'ailleurs tout le travail que font des acteurs comme Vinatis, qui se sont lancés ensuite sur les spiritueux, les bières, les accessoires. C'est bien dans cet objectif d'élargir sa cible et de proposer, d'avoir une proposition de valeur beaucoup plus complète. Soigner l'expérience utilisateur. Donc ça, c'est vraiment les choix techniques et les choix en termes de service client. Ergonomie, mise au panier, suggestion, paiement. Le règlement, c'est très important. Donc ça, c'est avoir vraiment des solutions efficaces. Dans les attentes, quand vous avez exprimé vos attentes sur ces webinaires, il y avait des questions sur les obligations légales, mais en soi, voilà, ça consiste à tout ce qui est protection des mineurs, loi E20, et licence vente à emporter pour les revendeurs. Voilà. On pourra aborder peut-être ça plus précisément, mais voilà, c'était pour l'avoir en tête. Rentabilité et cohérence tarifaire. Alors ça, qu'est-ce que je veux dire là? Alors, rentabilité, déjà, on a vu nos produits sont très pondéreux, on a une inflation des coûts logistiques, et donc il est nécessaire vraiment de bien paramétrer son prix de vente par rapport à toutes ces contraintes-là. Et quelque chose qui se fait beaucoup sur l'e-commerce, c'est le forfait à la livraison.
Donc ça, vraiment, alors, en moyenne, je crois qu'ils sont situés entre 15 et 39 euros enfin, en, en fonction des types d'acteurs. Euh, mais ça, c'est important vraiment d'avoir ça en tête. Et cohérence tarifaire, là, ce que je veux évoquer, on en reparlera certainement aussi dans les témoignages, c'est qu'il ne faut pas oublier que quand vous vendez un produit en ligne, votre prix de vente consommateur est visible par tout le monde en quelques clics. Et donc, il est important vraiment d'intégrer l'e-commerce, le canal e-commerce dans une cohérence d'ensemble de votre tarification, en fait, qu'elle soit online ou magasin, euh, pour ne pas se retrouver dans des situations voilà, de mécontentement de certains clients. Donc, vraiment, veiller à cette cohérence tarifaire-là. Efficacité logistique et livraison soignée, donc gestion des stocks, emballage anti-casse, réactivité. On est vraiment sur des produits qui coûtent cher, qui sont des achats plaisir, donc vraiment d'avoir une livraison impeccable, c'est juste indispensable. Et enfin, une fois qu'on a fait tout ça, faire connaître son site, le rendre visible. Je dis enfin, mais c'est vraiment, ça demande énormément d'investissement et de temps. Donc là, pareil, on avait des webinaires les années précédentes. Je vous remettrai les liens à l'issue de celui-là. Mais sur travailler son référencement naturel, donc SEO, référencement payant, SIA, les réseaux sociaux, jouer sur le cross-canal, on parlait d'omnicanal tout à l'heure, les animations et être présent sur les temps forts, puisque les temps forts promotionnels sur Internet sont très importants. Et notamment voilà, les forts au vin, au whisky, aux bières, le Black Friday. Voilà, c'est autant d'opportunités qui peuvent vous permettre de vous faire connaître et de vous rendre visible. On va passer au potentiel marché et les différents modes de vente en ligne. Je passerai très très vite sur cette slide car nous avons déjà dédié en 2023 un webinaire entier dédié au mode de vente direct et indirect. Mais en fait, voilà, ce qu'il faut se dire, c'est vous avez en gros 3 modes de vente, hein. La vente directe, la marketplace ou l'intermédiaire revendeur. Et finalement, la question qu'il faut que vous vous posez, c'est quel temps, quelle énergie, quel budget vous pouvez accorder à l'e-commerce et à ses complexités. On a vu que ça bougeait très vite. Donc en gros, avec la vente directe, vous gardez le contrôle sur les éléments de votre mix produit, donc prix, promotion, enfin voilà, les 4 P marketing, prix, produits notamment. Vous êtes en lien direct avec votre consommateur, ça c'est très important aussi. Par contre, la vente directe est très très consommatrice de ressources, qu'elles soient financières, humaines, temps. Et ça demande aussi de suivre les évolutions rapides de l'environnement e-commerce. Marketplace, donc c'est un peu un compromis entre l'autonomie complète de la vente directe et la dépendance totale à des intermédiaires revendeurs. Vous bénéficiez d'une bonne visibilité grâce aux plateformes, tout en gardant la main en fait sur la gamme de produits et vos prix. Par contre, vos ventes sur les marketplaces sont soumises à des commissions et vous gardez la charge logistique. Donc ça, c'est à avoir en tête. Et enfin, troisième modèle, vous choisissez les revendeurs intermédiaires. Et donc là, vous délestez en fait de tout ce qui est acquisition de trafic, promotion, visibilité, logistique. Par contre, vous n'avez plus la main sur la largeur de votre gamme ni sur les prix de vente. Voilà. Et vous n'avez pas non plus accès aux data conso du site. Donc finalement, il y a des plus, des moins dans chaque modèle. Il n'y a pas une bonne solution, mais bien différents modes de vente qui doivent s'adapter à votre projet commercial et aux spécificités de vos entreprises. On passe maintenant, j'enchaîne parce que je sais que c'est très dense et on prendra toutes les questions ensuite. On passe maintenant au potentiel marché pour chacune des catégories et on va rentrer sur la cartographie des acteurs ensuite et ce sera la dernière slide. À noter quand même qu'il y a beaucoup moins d'informations disponibles sur l'e-commerce pour les bières et les spiritueux que sur les vins. Alors, sauf si, voilà, si vous en avez à compléter, Alban, n'hésitez pas. Mais voilà, on est quand même beaucoup plus fourni sur le vin. Après, les acteurs sont quand même souvent les mêmes. Donc, finalement, le panorama qu'on va faire sera utile sur toutes les catégories. Un point d'abord sur la part de marché de l'e-commerce pour chacune des familles. J'ai pris comme référence ce qu'on appelle dans le jargon les PGC-FLS, donc les produits de grande consommation, frais, libre-service, c'est tout ce qui est produits de consommation courante en fait. Sachez que l'e-commerce en France en 2024 représentait 12% des ventes sur tous ces produits-là, largement. Et on était à plus de 12%. On voit donc
assez vite que sur les boissons alcoolisées, on est sous-performant, avec un poids du e-commerce qui est de 6,7 pour les vins, 4,5 pour les spiritueux et 6,4 pour les bières. Cela fait écho un peu à ce qu'on s'est dit en introduction, puisque voilà, on a des vraies contraintes en termes de poids, de fragilité, etc. Et donc ça se traduit ici. On va rentrer maintenant sur chacune des familles. On va commencer par la bière. Alors la bière, on a très très peu de données disponibles sur l'e-commerce de bière. Mais ce qu'on sait, c'est que l'équation économique en e-commerce est très difficile à tenir pour la livraison à domicile en particulier. Puisqu'en fait, quand on parle d'e-commerce, vous avez deux modèles. Vous avez le drive, click and collect, et la livraison à domicile. Sur le drive, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, c'est via le drive que les bières génèrent cette part de marché de 6,4%. Il faut savoir, on en reparlera aussi, mais que l'achat drive est vraiment typé gros panier, gros plein, gros volume. Donc la bière et notamment les marques nationales répondent très bien là-dessus. Ce qui explique cette part de marché qui finalement n'est pas si mauvaise par rapport aux spiritueux, par exemple. Mais par contre, en dehors du drive, on va dire que l'intérêt d'acheter, pour les consommateurs d'acheter des bières en ligne, c'est vraiment d'avoir une offre différenciante que l'on ne trouve pas ailleurs. Donc, peut-être s'adresser en e-commerce à des amateurs, des passionnés, prêts à payer des coûts d'expédition qui peuvent être rapidement prohibitifs, à date en tout cas, et proposer vraiment voilà, des offres valorisées, du craft, du premium, du format 75, voilà, des choses comme ça qui permettent finalement d'avoir une équation économique qui se tient à peu près. Passons aux spiritueux. Spiritueux, donc 4,5% de part de marché qui est réalisé en ligne. Donc alors là, c'est le baromètre Whisky Live Paris de 2023 qui reprenait ces chiffres. Donc 70% des Français achètent leurs spiritueux en grande distribution, mais 18% disent tout de même privilégier les sites e-commerce spécialisés. Donc, si vous voulez, il y a un peu le volume se fait en grande distribution, mais il y a quand même ce côté découverte qui est gardé par les amateurs de spiritueux, whisky live. On est quand même sur un rendez-vous d'amateurs. Il y a un potentiel. Et autre fait intéressant, ce sont les prévisions qui sont faites à l'échelle mondiale, puisqu'à horizon 2030, on estime que le chiffre d'affaires, les ventes de spiritueux en ligne va croître de plus ou moins 34% par an. Donc ça fait vraiment un gros potentiel de croissance. J'ai mis ma source en dessous. Donc voilà, donc à suivre. On n'en est qu'au début, je pense. Et on finit sur le vin. Donc, catégories pour lesquelles nous avons le plus de données disponibles. Donc, le secteur de la vente de vin en ligne, en fait, est arrivé à maturité, puisqu'on a connu des années de croissance à deux chiffres, notamment encore plus boostées par le Covid. Et là, finalement, on stagne à un nombre de foyers acheteurs. On va dire qu'il y a un tiers des Français qui achètent leur vin en ligne. On a 34-38%. Et c'est le niveau que l'on avait déjà en 2016. Donc, on voit une certaine maturité du marché, mais il y a quand même un potentiel qui est réel, mais il va falloir se réinventer aussi. Donc, la tendance est négative, moins 8%, là où les PGC sont à plus 12%. Mais finalement, c'est pas... faut le remettre dans le contexte des défis structurels que traverse la filière du vin. La baisse de la consommation au profit des autres catégories comme le sans-alcool ou la bière, les vins rouges qui peinent à séduire les plus jeunes, la déstructuration des repas aussi qui viennent pénaliser la consommation, la restriction budgétaire. Voilà, il y a beaucoup de choses qui font que finalement, voilà, le panier moyen des vins s'est resserré autour d'une fourchette, voilà, alors, on estime entre 31 et 50 euros, au détriment des vins de plus haut de gamme. Donc en fait, tout ça, voilà, on parle de descente en gamme, ça se voit ici. Je vais être quand même un peu plus optimiste. On a eu une étude pour France Agrimaire qui est sortie en fin d'année 2024 qui projette de la croissance à horizon 2028. Donc finalement, comment on va se porter le marché du vin en ligne? Ils estiment que le marché va se stabiliser jusqu'à 2025, jusqu'à cette année, puis que l'on va reprendre 5% de chiffre d'affaires par an jusqu'à 2028 pour atteindre 9 millions d'euros de chiffre d'affaires en ligne. Voilà. Donc, ça va reprendre. Et
Cette reprise est notamment boostée par le développement du e-commerce alimentaire qui va se poursuivre, mais surtout par des stratégies d'offres et les efforts qui vont être mis en place par les acteurs pour justement recruter de nouveaux consommateurs et notamment les plus jeunes. Et notons aussi le contexte macro en fait, qui va avoir une amélioration du pouvoir d'achat avec un recul de l'inflation qui permettra de relancer notamment les ventes sur ces catégories plaisir. Sur les acteurs, on rentre dans la dernière partie. Quand on demande comment les clients achètent leur vin en ligne, c'est les sites de la grande distribution à 32%, c'est du déclaratif, là on est bien sur un baromètre. Ensuite, les sites de producteurs, les sites de cavistes et les sites de vente privée. Sauf que c'est très difficile, enfin moi j'en ai pas trouvé, si vous en avez, je suis preneuse. C'est très difficile d'avoir les chiffres en fait consolidés de la vente directe de vin, c'est-à-dire sur les sites de producteurs. Et aujourd'hui, les experts considèrent que la plupart se fait sur les sites tiers qu'on va détailler ensuite. À noter, il y a eu un développement, notamment avec l'euphorie des années Covid, du nombre de sites de vente de vin en ligne. Sauf qu'entre 2016 et 2024, on a perdu... en gros, c'est l'équation économique est très difficile à tenir. Donc, il y a eu vraiment un effondrement du nombre de sites. On a 468 sites actifs sur la vente en ligne de vin aujourd'hui. Quand on rentre un peu plus dans le détail des chiffres, donc ça, ce sont des chiffres 2024. Donc, avec sur le vin, mais du coup, qu'il faut regarder aussi sur la partie spiritueux notamment. On voit qu'il y a 6 types d'acteurs pour la vente de boissons alcoolisées en ligne. On va les détailler dans la slide d'après, qui sont un peu la cartographie de conclusion. Nous avons en premier lieu ce qu'on appelle les e-cavistes, donc qui sont en fait des pure players e-commerce spécialisés dans la vente de vins spiritueux, qui représentent plus de la moitié des volumes de vins qui sont vendus sur Internet. Donc, ils se divisent on va voir, il y a eu différents types d'acteurs, les e-cavistes traditionnels, les marketplaces, et les spécifiques, notamment les box et les ventes privées. Mais ça, c'est vraiment un premier pôle d'acteurs très important. Ensuite, nous avons la grande distribution, GSA, c'est-à-dire espace alimentaire, donc les sites de grande distribution, et notamment les sites de drive et de livraison, qui représentent presque un tiers du marché, donc vraiment à avoir en tête. Ensuite, nous avons les sites e-commerce généralistes, notamment les marketplaces comme Cdiscount, Amazon, etc. Et VP, sur la partie vente aux enchères. Et enfin, les sites de cavistes traditionnels, donc là, qui représentent vraiment pas grand-chose en ligne. Ça, à avoir en tête aussi. Nous allons voir dans la cartographie ensuite, on a mis des exemples et on va voir qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont vraiment les mêmes pour les spiritueux, les bières. Donc, on va voir ça tout de suite avant que je donne la parole à nos intervenants. Donc, ce panorama, l'idée, c'était que vous ayez en une slide les grandes forces en présence et leur typicité. Donc, nous avons d'un côté les sites d'enseignes physiques, ce qu'on appelle dans le jargon les brick and mortar, et ensuite les sites de pure player, donc, dont l'activité se fait exclusivement en ligne. Dans chacun de ces pôles, vous avez les enseignes généralistes et les enseignes spécialisées. Et ensuite, on va reprendre, là je vous ai repris les parts de marché qui ont été présentées à la slide d'avant, mais vous avez la grande distribution généraliste, les cavistes, les sites e-commerce généralistes, donc ça comprend les e-commerçants généralistes, les marketplaces, les ventes privées. Et ensuite, sur les pure players spécialisés, nous avons les cavistes traditionnels, les marketplaces spécialisés, les ventes privées et les box. Voilà comment se segmente aujourd'hui le marché de la vente de boissons alcoolisées en ligne. Donc, si on rentre un peu plus dans le détail, donc la première partie, grande distribution, on en a parlé un petit peu, donc je vais passer assez vite. Ça représente quand même 31%, 31% du marché. Finalement, si on segmente de façon fine, c'est le leader si on considère dans cette séparation-là. Notez quand même
que ces enseignes-là sont vraiment sous-performantes sur le vin, en fait, puisque sur le tout produit, ces enseignes réalisent en moyenne 8% de ventes en ligne. Pour le vin, c'est que 3%. Donc vraiment, elles sont sous-performantes. Il s'agit qu'à mettre une emphase là-dessus demain. Elles ont encore du potentiel de développement, en fait. Le point fort, en fait, de ces enseignes-là, c'est surtout leur stratégie omnicanal. On en parlait, elles ont leur magasin en dur, leur site, etc. Elles gèrent très bien, et elles arrivent bien à capter le consommateur. Ça, c'est très important. Autre point fort, elles ont des prix très compétitifs. On voit que c'est un des critères d'achat très important, avec beaucoup de références de bouteilles à moins de 10 euros. Alors, j'ai mis les logos de Leclerc, puisqu'en fait, Leclerc est archi leader sur l'e-commerce alimentaire en France. C'est un panier Drive sur 2 qui est fait chez Leclerc. C'est énorme. Et ils ont aussi développé leur site de vente de vin en ligne, donc Macave Leclerc. Donc vraiment pour venir étoffer cet assortiment Drive qui est très très court. Et ce sera voilà, la dernière chose que je dirais sur ces drives. Alors oui, il y a de l'omnicanal, etc. Par contre, on vous l'a dit, on est sur des achats drive quand même qui sont typés famille, enfants, gros volume, etc. Donc d'ailleurs, il y a pas mal de bibs, pas mal de gros packs de bière, pas mal voilà, de ce type d'unité de besoin. Par contre, l'assortiment est très limité. Il n'y a pas beaucoup de références. Il y a une prédominance des marques nationales et des marques de distributeurs. Donc en fait, voilà, les places en drive ne sont pas si faciles à avoir. Après, voilà, l'idée, c'est de vous rapprocher en fait de vos interlocuteurs magasin, puisqu'en fait, pour être sur ces drives, il faut être référencé côté magasin et pour voir ce qu'il est possible de faire. Je ne reviens pas plus parce qu'on avait vraiment fait un webinaire dédié à ça en 2021, donc je pourrais également vous remettre le lien. Ensuite, les spécialisés, donc les sites des cavistes traditionnels, représentent que 2% des ventes en ligne. Donc vraiment, ces acteurs-là peinent à transposer ce qui est leur principale valeur ajoutée. En fait, le conseil personnalisé, ils peinent quand même à le transposer en ligne. Et aujourd'hui, en fait, leur stratégie digitale, c'est principalement de rediriger le trafic vers le magasin. Voilà. Je vous ai mis voilà, différentes enseignes sur les vins, les bières, les spiritueux, qui ont, voilà, il y a des initiatives, mais c'est pas très, ça porte pas trop ses fruits pour nous. Ensuite, les pure players. Donc, on va commencer par les sites e-commerce généralistes. Donc, c'est 13% en tout. Alors, d'abord, vous avez tout ce qui est e-commerçant alimentaire. J'en ai cité 3, c'est pas du tout exhaustif, hein, mais vous avez principalement tout ce qui est spécialisé en bio, spécialisé produits frais ou spécialisé épicerie fine. Bienmanger.com, je l'ai souligné, puisqu'en fait, on a un partenariat depuis 4-5 ans là, avec eux autour du sud de France. Donc, il y a un vrai échange sur le référencement de vins régionaux donc, et de bières, bien sûr, de vins, bières et spiritueux. Donc ça, ils sont à l'écoute sur tout cela. Ensuite, vous avez les marketplaces généralistes, Amazon, Cdiscount pour de bon. Cdiscount, je l'ai entouré puisqu'en fait, il se démarque, il a très très tôt investi le marché des vins et spiritueux. Alors Cdiscount, je pense que vous le savez, appartient au groupe Casino, ils sont implantés à Bordeaux, donc ils ont vraiment des liens privilégiés avec les producteurs. Ils soignent vraiment leur logistique ils ont un entrepôt dédié au vin. Ils font appel à un logisticien spécialisé dans le vin. Donc, ils ont une vraie politique là-dessus, ce qui explique d'ailleurs de très bons résultats sur les vins. Ensuite, vous avez tout ce qui est vente privée et enchères généralistes. Donc, et notamment VIP. D'ailleurs, on devait avoir un webinaire à ce sujet là, sur cette semaine e-commerce qu'on n'a pas pu maintenir pour des raisons de disponibilité. Mais voilà, c'est un vrai acteur important aussi dans l'e-commerce de vin. VIP, c'est 4,5 millions de visites quotidiennes, 66 millions d'abonnés. Enfin, vous avez une porte frappe qui est énorme. Ils font des ventes événementielles, mais aussi des ventes à thème, par exemple sur des vins médaillés. Ils ont ouvert une cave permanente aussi. C'est plus que des ventes événementielles. En fait, ils ont 1500 références, je crois, sur la cave permanente. Ils essayent d'attirer, voilà, de rajeunir la cible sur la partie vin, puisqu'ils ont développé leur offre aux vins du monde, notamment aux vins d'Espagne et d'Italie. Voilà.
Je vous ai mis le quick commerce parce que vous en entendrez sûrement parler sur la catégorie de boissons festives. Sachez que pour moi, c'est pas une vraie opportunité parce qu'en fait, ils ont des assortiments très très courts et ils sont très très liés à la grande distribution traditionnelle. Par exemple, Picnic achète à Intermarché, hein. Donc, c'est un vrai service, mais à date, voilà, ça concerne surtout les marques leaders. Et pour moi, c'est pas forcément une opportunité très intéressante pour les producteurs. Les sites e-commerce spécialistes, donc là, j'en dirais pas grand-chose puisqu'on laissera Genetis parler, mais on a les e-cavistes traditionnels notamment. 20% de part de marché. Souvent, ces e-cavistes-là sont liés à de grands négociants. C'est le cas pour Vinatis qui appartient au groupe Castel depuis 2022, Millésima qui appartient au groupe Bernard. Il y a quoi d'autre? Châteaunet, Château Primeur qui appartient au groupe Duclos, etc., etc. En gros, la particularité, c'est que ces maisons-là ont des stocks conséquents et du coup une disponibilité rapide, une disponibilité produit rapide, ce qui est très très important dans l'e-commerce, de pouvoir servir rapidement ses clients et correctement. Donc, ils se sont tous diversifiés, voilà, à minima sur les spiritueux et sur les bières. Vinatis fait partie du précurseur. Voilà. Et j'en dirai pas plus. On vous a mis voilà, des exemples de sites sur les bières. Il y a même des sites spécialisés sur les jeans français. Enfin, il y a vraiment tout un tas de sites qui émergent de partout. Je vous ai mis Gueule de joie aussi, dont on parle. C'est tout ce qui est Nolo, en fait, enfin, boisson sans alcool, mais festive. Donc, une cave en ligne aussi qui se développe. Et j'ai mis ici le Petit Ballon, puisqu'en fait, le Petit Ballon, historiquement, c'est des box, des abonnements, etc. Mais ils développent de plus en plus aussi leur offre permanente. Donc, ils sont un peu à cheval sur les deux. Ils ont aussi développé l'offre bière en rachetant Adopt Ambassadeur. Voilà. Et là, pour le coup, ces concepts de box, vous connaissez. L'idée, c'est vraiment d'aller faire découvrir ses produits et de rajeunir sa clientèle. Donc, c'est un vrai intérêt. Après, la contrepartie, c'est que voilà, ce sont des volumes fluctuants, des one-shots. Et voilà, c'est plus un outil de communication. Les marketplaces spécialisés. Donc là, c'est de la mise en relation entre les producteurs et les consommateurs. C'est 17% du marché, malgré tout. Et là, je vais faire un focus sur les grappes qui a été créé en 2014. Pardon. Leur mission, je les cite, hein, c'est de servir les vignerons. Ils ont aujourd'hui 1200 vignerons récoltants, 35 000 clients et ils font 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est des chiffres 2022. Et en fait, c'est vraiment une place de marché dont l'ADN est une approche de circuit court en fait, pour le vin. Voilà, ils ont fait pas mal d'investissements ces dernières années aussi, notamment ils ont racheté les petites caves en 2024 qui étaient spécialisées en vin bio et naturel. Ils vont même, donc justement dans ce souci d'omnicanalité, faire des opérations en GMS, en grande distribution. Il y avait une opération Nous Vignerons qui a été mise en place il n'y a pas longtemps. Donc voilà, un acteur qui est intéressant à suivre. Et enfin, les ventes privées, les ventes aux enchères. Donc, je vous ai remis trois acteurs qui sont très en vue sur ce segment-là. Et notamment Un Jour, un vin qui a été créé en 2006, où en fait, ça fonctionne comme un club où les membres s'inscrivent pour bénéficier d'offres sélectionnées par des experts. Et là, des exemples de gestes un peu commerciaux qu'ils font pour acquérir de nouveaux clients. Donc 15 € offerts en bon d'achat à la première commande et inscription du club. Et ils garantissent le meilleur prix puisqu'ils remboursent la différence si on trouve moins cher ailleurs. Donc voilà, ce genre d'action commerciale. Et j'en ai fini sur cette première partie de panorama. Du coup, Laurent, je ne sais pas s'il y a des questions. Pas de question, a priori. Pas de questions, mais c'était limpide, c'est pour ça. C'est ça. Très bien. Bon, bah, très bien. Bah, écoutez, comme j'ai un peu dépassé, c'est très bien. On va maintenant passer la parole à Alban Bérard, qui nous fait vraiment le plaisir d'être connecté aujourd'hui. Donc, Alban Bérard, le directeur général de Vinatis.com. Du coup, je vous laisse présenter votre entreprise, peut-être nous partager votre vision du marché et expliquer la proposition de valeur de Vinatis aujourd'hui dans tout ce champ concurrentiel. Merci Mélodie pour la présentation. Bonjour à tout le monde. Alors effectivement, Vinatis, par rapport à
à tous les intervenants qui ont été présentés sur la slide préalable, intervient transversalement sur le marché des alcools, hein, sur les vins, sur les champagnes, sur les bières et sur les spiritueux. Et avec une proposition par rapport à nos confrères de cavistes traditionnels, certes sur le digital, mais avec évidemment 100% des vins en vente en stock. Je dis ça, ça paraît évident, mais ce n'est pas le cas de toutes les propositions aujourd'hui sur le e-commerce. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui notre succès. Alors juste avant de rentrer dans le détail, je vais juste me présenter rapidement pour vous expliquer mon parcours. Donc sortie d'école 2001, des envies d'expatriation. Alors initialement à New York, le 11 septembre, on aura décidé autrement. J'ai atterri à Bruxelles, au sein du groupe Petersil, un intervenant majeur en fait aux Pays-Bas et à Bruxelles et en Belgique, pardon, auprès de la grande distribution. Et en France également, hein, puisque en France, le groupe Petersil a notamment lancé Pringles dans les années 90, mais également commercialise les allumes-feu Zip Sicilia. Donc un groupe aujourd'hui qui pèse un peu plus de 200 millions d'euros, avec des process budgétaires, avec des choses établies. Et évidemment, alors quand je dis food broker, effectivement, Petersil, c'était le relais commercial, et c'est encore aujourd'hui, d'entités en fait commerciales qui ne souhaitaient pas implanter de force de vente sur des marchés pour eux qu'ils estimaient non stratégiques. Donc on avait notre propre force de vente et on pouvait effectivement voilà, proposer sur les marchés français, belges et néerlandais l'ensemble des marques alimentaires. Donc en Belgique notamment, voilà, Petersil propose les gammes, les produits, les marques Tesser, Häagen-Dazs, Zip, Lavazza, Weetabix et beaucoup d'autres. Troisième intervenant auprès de la grande distribution en Belgique et aux Pays-Bas. Et donc après cette première expérience, effectivement, j'avais des envies d'autre chose et une amie vigneronne m'a proposé effectivement de rejoindre, en tout cas de répondre à une annonce d'un de ses clients qui se trouvait à Annecy, Vinatis. À l'époque, en 2008, c'était encore les balbutiements, hein, on était encore loin du secteur mature qu'on connaît aujourd'hui. Et je suis arrivé chez Vinatis en 2008. À l'époque, on était 7 personnes quand je suis arrivé. J'ai apporté effectivement toutes ces structures budgétaires et ce contrôle de gestion pour apporter effectivement au fil des années la croissance qu'on attendait jusqu'à présent. 2016, je deviens directeur général adjoint et donc depuis 2022, je suis donc directeur général suite au rachat en fin 2022 de Vinatis par le groupe Castel. Alors, je vais juste rappeler le contexte, même si Mélodie a rappelé quand même pas mal de points. Le contexte difficile de la filière vinicole dans lequel on évolue, hein, une production en baisse structurelle, une production mondiale de vin qui a baissé de plus de 10% en moins de 20 ans, un contexte inflationniste, je ne vais pas revenir dessus, on est tous confrontés à ce contexte-là. Un environnement géopolitique difficile. Alors voilà, il y a 2 ans, la guerre en Ukraine, l'arrivée de Trump. Il n'y a pas que ça. Beaucoup de difficultés sur plusieurs marchés à l'export. Une consommation en baisse. Alors, il y a une slide demain, qui suivra juste après qui va l'expliquer concrètement. Mais une consommation en France qui a été divisée par 2 en plus de 50 ans. Un environnement contraignant, alors même si on est sur Internet, c'est vrai que la loi E20... Ah. Ça a coupé pour moi, Alban. Ça a coupé, ouais. Ok. Allô? Ah, Ouais. il y a eu une petite coupure. Oui. Ok, ouais. Un environnement contraignant donc avec la loi E20 sur les réseaux sociaux, je disais, mais aussi sur nos discours produits. Voilà, on était repris sur des choses qui nous paraissaient
pour nous, somme toute, assez convivial et toujours vulgarisé, hein. Ça a toujours été le propos dans les discours techniques qu'on pouvait faire à nos clients. Bon, on était repris, voilà, hein, on ne peut pas dire de vin facile à boire, de vin goulayant. Quand on fait une prise de vue sur Instagram, il faut que la bouteille soit fermée, il faut que... Voilà, donc c'est des petites choses où on est repris et qui devient vraiment contraignant. Et puis au-delà de ça, évidemment, le Dry January, hein, ça faisait rire il y a 4-5 ans. Effectivement, maintenant, on voit les effets sur les ventes. Et sur le mois de janvier, oui, effectivement, c'est devenu quelque chose qui est suivi et qui est impactant sur les ventes. Le CHR à la peine, alors c'était pas le sujet, mais effectivement, on a une partie de notre activité sur le CHR. Et effectivement, bon, les trésoreries sont tendues. La carence de main-d'œuvre, bon, je ne vais pas revenir dessus, vous connaissez. Les ventes à l'export en berne, bon, en corrélation avec l'environnement géopolitique. Bon, voilà, ces frais de douane protectionnistes qui sont en train de s'installer un peu partout. Et puis des ventes digitales sous pression, hein, voilà, il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas trouvé leur seuil de rentabilité, hein, sur certains business models. On en a parlé, hein, Mélodie l'a expliqué. Effectivement, nous, dans notre métier de e-caviste, on fait vraiment attention à la rotation de nos stocks et à la valeur de nos stocks. C'est l'enjeu principal dans le métier, hein. C'est ce que j'explique à chaque jour à mes équipes. Le nerf de la guerre, ça reste, somme toute, la logistique et la rotation de nos stocks. Évidemment, les stocks coûtent de plus en plus cher depuis 2 ans et beaucoup d'acteurs en sont impactés. Et je dis Vinatis la bonne réponse parce qu'effectivement, je pense qu'on a un modèle qui répond aujourd'hui parfaitement au marché. À travers nos solutions logistiques, on est aujourd'hui le seul intervenant à proposer plus de 6000 références en ligne, donc sur l'ensemble des catégories, le vin, le champagne, la bière et les spiritueux, avec 100% des vins en stock, hein. C'est la promesse de Vinatis, hein, c'est livré en 24 heures, donc on ne peut pas livrer de vin qu'on n'a pas. C'est la règle qu'on s'est imposée en 2010 quand on a changé de positionnement. Et c'est celui qui a fait notre réussite. Et aujourd'hui, on le voit, hein, dans le contexte actuel de déconsommation de vin. Donc, d'où cette slide. Alors, certes, les chiffres s'arrêtent en 2018, mais on voit effectivement que la courbe de tendance, elle est évidemment pas à la hausse. Et surtout, voilà, pour être complet, je peux vous dire effectivement qu'en 2023, la baisse nationale, en tout cas en France, de consommation de vin était de 4,2% et qu'en 2024, elle était de l'ordre de 5%. Alors, avec toutes les projections qu'on peut avoir, à l'horizon 2035, et là aussi Mélodie en a parlé, avec la génération B, la génération X, qui va être en voie de disparition, on s'attend effectivement à des perspectives de la baisse à entre moins 17 et moins 25 avant une stabilisation à l'horizon 2035. Et donc, juste pour vous refaire un historique de Vinatis, donc Vinatis a été créé en 2002. Donc en 2002, bon, faut se remettre dans le contexte, hein, on sortait de la bulle spéculative du e-commerce de 2001, avec tous les business models un petit peu douteux qui ont fait exploser cette bulle. Et à l'époque, en 2002, quand les fondateurs ont créé Vinatis, il y avait déjà beaucoup d'intervenants, hein, présents sur le digital, hein, 1855, Château Online, One & Co, Rouge Blanc également. Alors, des sites qui ciblaient majoritairement, on va dire, les acheteurs CSP++, plutôt orientés évidemment à acheteurs Bordeaux, et plutôt sur des prix élevés. Alors, à l'époque, en 2002, il n'y avait pas de débit ADSL. Donc c'était somme toute assez compliqué. Il y avait des délais de connexion qui étaient très compliqués. Et la promesse de Vinatis, effectivement, c'était de sélectionner des vins à moins de 15 euros, en se disant, dans 10 ans, le marché se situera sur ces vins-là. Alors, c'est vrai que c'était un petit peu farfelu. Alors, les fondateurs avaient lancé également 3 autres activités e-commerce en se disant... il y en a bien une qui va sortir, et c'est le vin, effectivement, qui s'est démarqué avec cette proposition. Alors, en 2002, on était les premiers à mettre en ligne du Tariquet, à mettre en ligne du Côte-du-Rhône de Guigal,
à mettre en ligne ces références voilà, qu'on n'était pas toujours en mesure de trouver sur les sites marchands existants. On s'est positionné assez rapidement sur l'export en 2008. Quand je suis arrivé, effectivement, le projet de prendre des positions à l'export était déjà lancé. Et on a lancé les sites allemands, donc Vinatis.de et Vinatis.uk, dès 2008. Ça, c'était une volonté affichée rapidement pour trouver des leviers de croissance à l'export avec une gamme et une identité française de vin. Alors, c'est vrai, quand on s'appelle Vinatis, c'est plus simple d'exporter que quand on s'appelle vente à la propriété, petit ballon ou un jour un vin. Donc, effectivement, on est arrivé à l'export avec un site et une identité française et un nom, effectivement, qui s'adressait qui s'adresse et qui est fédérateur à toute l'Europe, en fait. En Et 2010, pardon, juste une question, Alban, ça représente combien de oui, pourcents de votre chiffre d'affaires à peu près à l'export aujourd'hui? je vais en venir dessus. Donc, Ouais, très bien. ouais, aujourd'hui, c'est 30%. D'accord. Voilà. Euh, la première date marquante, effectivement, c'est 2010. Alors en 2010, effectivement, là, la DSL était établie quasiment dans tous les foyers, donc tout le monde avait accès à un Internet haut débit. Et nous avons été les premiers à proposer la livraison en 24 heures. J'en ai parlé tout à l'heure. Et donc, on a arrêté de vendre des vins qu'on n'avait pas en stock pour pouvoir effectivement livrer en 24 heures en France et en 48 heures sur tous les pays limitrophes du marché national. Et quand je dis livraison en 24 heures, démocratique, pardon. Il y avait déjà des offres, hein, à l'époque, c'était Château Online qui proposait des livraisons en 24 heures, mais on était à 48 euros pour 12 bouteilles. Notre proposition qui a été faite en 2010, c'était 12 euros jusqu'à 18 bouteilles et 1 euro par bouteille supplémentaire. C'est aujourd'hui la même proposition. Alors, c'est devenu un standard, mais quand on a fait cette proposition, effectivement, on a pris quasiment 5 ans d'avance par rapport à nos concurrents. La deuxième date marquante, effectivement, c'est le changement d'entrepôt. On a quitté notre entrepôt à Annecy, pardon, à côté d'Annecy-le-Vieux, à 5 km. On avait 800 mètres carrés pour rejoindre un entrepôt de 3000 mètres carrés. Et en 2014, quand on change d'entrepôt, on passe de 1300 références à 3000 références en moins de 8 mois. Effectivement, cette profondeur de gamme, en fait, nous a donné raison et nous a permis, entre 2010 et 2019, de faire entre 20 et 30% de croissance chaque année. Donc, à travers, effectivement, la qualité de livraison et à travers la profondeur de l'offre. Toujours dans l'export, on a lancé notre site italien en 2015. Bon, j'ai mis quelques chiffres pour 2016-2019, là, juste pour avoir une échelle. En 2020, alors, bon, j'ai éludé le sujet Covid, mais on lance notre site espagnol. Alors, j'ai éludé, mais bon, on a quand même, et on était le seul acteur e-commerce à le faire, on a fait une croissance de 105%. Alors pourquoi on a fait une croissance de 105% pendant le Covid? Parce qu'on était le seul intervenant à avoir 100% de nos vins en stock. Un intervenant comme Millésima ils ont tous fait de belles croissances, mais de l'ordre de 40-45%. Vente à la propriété un jour un vin sur des modèles de box, de vente privée. Effectivement, quand on n'a pas les vins en stock, c'est une problématique. Et puis, alors je ne l'ai pas dit, mais vous devez le savoir, la différence aussi par rapport à tous ces intervenants, c'est que nous faisons du picking. Donc aujourd'hui, on a un panier moyen de l'ordre de 15 à 16 bouteilles par commande. Et sur des bouteilles, sur des commandes de 15 bouteilles, on a en moyenne 6 références différentes. Donc on a beau s'appeler voilà, Gérard Bertrand, Guigal ou Chapoutier, très peu de gens, en fait, nous commandent 18 bouteilles sur une seule et même référence d'un seul et même domaine. Notre force, effectivement, c'est ce panachage et cette qualité de service en livraison 24 heures. Et donc, effectivement, la bascule. Alors, hop, j'ai terminé. Pardon. Ouais. Et donc, oui, juste pour terminer, donc, bon, en 2021, effectivement, après cette croissance de 105%, on était un peu dans l'incertitude. Est-ce qu'on va pouvoir maintenir? Est-ce qu'on va pouvoir confirmer
tous ces nouveaux clients qu'on a pu rentrer, effectivement, on finit l'année 2021 avec une croissance de 21%. Donc non seulement en fait on a confirmé tous ces nouveaux clients, mais en plus on a pu encore développer notre courant d'affaires, notamment à l'export. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Et en 2021, on a lancé notre site portugais. 2025, aujourd'hui, donc on est à peu près 120 salariés. 120 salariés, donc 6 shops marchands, 5500 mètres carrés d'entreposage, à peu près 1 300 000 bouteilles en stock, livrables donc en 24 heures en France, en 48 heures sur les pays frontaliers. Je change. Oui, oui, vous pouvez changer, Mélodie. Ouais. Donc voilà, juste pour vous donner quelques chiffres. Donc bon, tout n'est pas actualisé, mais voilà, le chiffre d'affaires 2023 était de 72 millions. On termine l'année 2024 aujourd'hui à 76 millions. Donc dans un contexte somme toute assez difficile, mais on a réussi, notamment sur le dernier semestre, à tirer notre épingle du jeu. Aujourd'hui, on a à peu près 485 000 clients actifs, donc 6 000 référents, j'en ai parlé tout à l'heure. Notre force aussi, c'est nos 1000 fournisseurs. Donc on est établi aujourd'hui depuis 22 ans. Je reviendrai dessus tout à l'heure, mais on a toujours une politique commerciale cohérente. Et on a toujours voulu cette cohérence avec nos fournisseurs sur des gammes sélectionnées. Alors quand je dis gamme sélectionnée, là aussi, notre objectif, nous, c'est pas d'avoir l'ensemble des références d'un domaine, c'est d'avoir les références qui nous conviennent et qui conviennent à nos clients. Et si on a plusieurs shops internationaux avec des shops complètement traduits et avec des offres à propos sur ces marchés à destination, on livre en revanche sur plus de 20 pays en Europe intra-extra-communautaire. On a également, alors j'en parle rapidement, mais un département B2B qui avait été créé en 2014 sur du cadeau d'affaires et aujourd'hui répond à de plus en plus sur des besoins en CHR, notamment pour cette qualité de service et cette livraison en 24 heures qui permet de répondre aux besoins de trésorerie des restaurants. Et puis, il ne faut pas l'oublier, effectivement, quand on est voilà, numéro un en fait, des ventes en France, on est devenu un média incontournable. Alors, quand je dis ça, effectivement, on a plus de 3 millions de pages qui sont vues mensuellement, plus de 6 millions de visiteurs uniques par an, quasiment 400 000 abonnés à nos newsletters. Bon, les réseaux sociaux, c'est aussi une façon de communiquer, même si c'est pas là où aujourd'hui on tire notre épingle du jeu. Voilà, donc on est devenu un média et beaucoup de fournisseurs l'ont vu également. Alors, il y a des questions pour vous dans le chat. Je vais commencer par la deuxième puisque c'est lié à ce que vous venez de présenter. Continuez-vous à travailler votre SIA? Si oui, via quels canaux, Google Ads, etc. Quels sont vos investissements en fait? Oui, alors effectivement, alors notre force, c'est l'antériorité. On a alors toujours très bien travaillé notre SEO. Ça fait partie de nos avantages concurrentiels par rapport à certains autres intervenants. Et évidemment, le SEA, on a aujourd'hui 2 personnes qui sont dédiées à toutes nos campagnes d'acquisition sur l'ensemble des leviers. Et une autre question, là, c'était sur l'export. Une question de Myriam. Est-ce que Vinatis a une ouverture sur l'Asie? Non, alors quand je parle d'export, on ne fait pas de grand export. La logistique aujourd'hui, c'est un coût, hein, on en parlait tout à l'heure. On parlait de Leclerc, effectivement. C'est vrai, quand on prend le e-commerce, on prend les drives. Les drives, alors certes, on achète sur Internet, mais bon, voilà, il n'y a pas de frais de livraison. Et c'est ce que j'explique de manière assez simple. Il ne faut pas oublier que quand on envoie un carton de vin, on envoie un colis de 9 kilos. Donc ça, 9 kilos, j'invite n'importe qui à aller à la poste et envoyer un colis de 9 kilos et le coût est assez conséquent. Donc effectivement, sur cette partie
sur cette partie grand export, aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif. Il y a encore beaucoup, beaucoup de marchés à ouvrir pardon, sur le marché européen. Très bien. Il y a Notamment, alors oui. pour être complètement transparent, et il n'y a pas de secret, on va lancer notre shop néerlandais d'ici quelques jours, début avril. Et on a des projets pour ouvrir des shops en Pologne et en Suisse dans les prochains mois. Ok, très bien. Bon, après, il y aura une question sur les achats, mais on en parlera plus en détail Ouais. par la suite. Je change de slide? Oui. Allez. Oui, donc juste pour rappeler l'audience, et là je rebondis sur ce que disait Mélodie tout à l'heure, effectivement, donc on a une audience qui est de 60% hommes, 41% femmes, 40% femmes. Ces chiffres-là, voilà, je vous les aurais montrés il y a 4 ou 5 ans, on était quasiment allez, on va dire à 75-25. En revanche, sur notre audience citadine, ça n'a quasiment pas bougé. Pardon? Non. Oui, oui, on vous entend. Voilà, et pour le cœur de cible, on reste effectivement sur quasiment 50% de notre audience sur les moins de 45 ans. En revanche, sur la répartition du trafic, avant le Covid, vous pouviez inverser les chiffres en 2019. On était à 70% PC et 30% mobile. Donc ça, c'est l'enjeu majeur pour le digital, effectivement, c'est l'ergonomie de la solution sur mobile. Très bien. Et donc, juste pour vous présenter aujourd'hui l'organisation de Vinatis, donc 120 personnes. 120 personnes où on internalise beaucoup de choses. Là aussi, c'était un parti pris assez tôt. En fait, dès 2010, on a internalisé beaucoup de choses pour être le plus réactif possible au marché. Et vous le voyez, le premier pôle ici sur la gauche, le pôle informatique, aujourd'hui, on a 17 personnes, c'est une SS2I. Donc on a près de 17 développeurs qui travaillent tous les jours en fait pour travailler sur notre ergonomie. Alors quand je dis travail tous les jours, notre front office a été développé évidemment par ce service, mais tout le back office a été développé également par ce service. On a fait le choix de développer notre ERP et notre WMS en interne. On s'est affranchi effectivement des acteurs majeurs sur ces solutions informatiques. Au marketing, effectivement, on a un service de 24 personnes. Et là aussi, on a internalisé beaucoup de choses. On en parlait tout à l'heure, SEA, SEO, CRM. Effectivement, on a 2 personnes qui travaillent à la CRM. Le SEO, en parallèle, on a 2 personnes qui travaillent à la rédaction. D'accord, on parle de Vinatis ou c'est pas le délire? Pardon? On va vous demander de couper vos micros, s'il vous plaît. Merci. Je la fais courte, hein, j'ai pas de souci. Je la fais courte. Je veux juste vous expliquer l'internalisation, en fait, hein, mais voilà, c'est le projet, quoi. Et donc, sur le pôle commercial, donc on a un service achat de 12 personnes. Je reviendrai dessus tout à l'heure. On a le pôle international, donc on a 10 personnes qui travaillent sur l'ensemble des marchés et des shops à l'international. Et donc on a un service B2B de 6 personnes. Et donc pour, là encore, la valeur ajoutée, vous allez le comprendre, c'est la logistique. On a aujourd'hui 52 personnes qui travaillent à la logistique, des équipes qui travaillent en 3-8 depuis maintenant 2020 pour livrer en 24 heures sur l'ensemble des marchés. Très bien. Est-ce qu'on parle maintenant justement de la partie, alors je ne me souviens plus. Avec plaisir. Il y avait cette question justement, comment contacter votre service achat? Alors moi, je vais élargir un petit peu. Comment vous sourcez en fait? Comment vos équipes acheteurs, combien de personnes? 12 personnes dédiées, c'est ça? Comment elles sourcent en se déplaçant? Enfin, et comment vous contactez si nous, on veut vous solliciter? Alors déjà, il faut savoir qu'on reçoit à peu près chaque jour une dizaine d'emails effectivement de fournisseurs de l'ensemble des régions vinicoles qui nous sollicitent. Nous, effectivement, comme je disais tout à l'heure, on a toujours travaillé sur une gamme sélectionnée. Cette sélection, alors elle se fait à la dégustation,
premièrement, mais elle se fait aussi évidemment sur des critères de positionnement prix et également, ça c'est un facteur déterminant sur les récompenses qu'il peut y avoir autour. Alors, quand je dis ça, les récompenses, pour nous, c'est très significatif. On a été les premiers à communiquer il y a maintenant voilà, 15 ans sur les notations Suckling, Donut, Parker, et on a toujours été très ouvert en fait. Et quand je faisais le benchmark et quand on faisait le benchmark de ce qui se passait sur la vente de vin, on regardait pas ce qui se faisait en France, on regardait ce qui se faisait aux États-Unis, ce qui se faisait en Angleterre, sur des marchés bien plus matures et bien plus ouverts. Donc on a tout de suite, enfin, on a très tôt communiqué sur ces références internationales. Et donc effectivement, ces références pour nous, elles sont déterminantes et on a éduqué en fait nos clients sur ces références. Donc la dégustation, le positionnement prix et ces récompenses en France et à l'étranger. Ça, c'est vos critères de sélection de l'offre. En effet, ça fait Oui, partie des alors quand je questions. dis, voilà, quand je dis la dégustation, hein, alors effectivement, il y a 15 ans, j'ai envie de dire, il y avait des dégustations qui étaient quand même, somme toute, assez plus faciles parce qu'on écartait assez rapidement des vins. Là, aujourd'hui, effectivement, on a des vins qui sont tous d'un niveau qualitatif très satisfaisant. Donc, effectivement, c'est plus après dans également, j'allais dire, c'était la dernière slide que j'allais présenter, sur la cohérence aussi de la politique commerciale. Mm. Et quand je dis ça, c'est important de le dire, cette cohérence de la politique commerciale. Vous en avez parlé tout à l'heure, également Mélodie. Oui. Quand vous parliez de plateformisation en fait, du marché, avant 2020, sur l'ensemble de nos 1000 fournisseurs, on avait moins de 50 fournisseurs qui avaient un site marchand. Mm. Aujourd'hui, sur nos 1000 fournisseurs, on en relève 700. Donc c'est conséquent. Et pendant le confinement, on a donné évidemment beaucoup de visibilité à beaucoup de domaines, donc en France et à l'international. Et on s'est aperçu effectivement que ces sites marchands n'étaient absolument pas cohérents commercialement avec les positionnements prix qui nous étaient communiqués. Donc on a arrêté le courant d'affaires avec beaucoup de fournisseurs pour lesquels effectivement la cohérence commerciale n'y était pas, quoi. Alors, il y a une question et après, on va donner la parole aussi à nos entreprises Oui. on a abordé quand on préparait cet entretien. Vous parliez des enlèvements que vous pouvez organiser sur les groupages, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus parce que ça peut intéresser nos entreprises également sur la Alors, logistique sur la logistique, alors là, il y a toutes les solutions sont possibles. Alors, Ouais. évidemment, on travaille en direct avec beaucoup de vignerons, mais on travaille également avec des plateformes hein, qui peuvent regrouper plusieurs vignerons. Et on va faire des enlèvements aussi. Donc là, tout est possible et on a une équipe d'approvisionnement de 3 personnes voilà, qui répond quand on voit le besoin. Effectivement, c'est pas forcément un frein. Là encore, le frein, il sera déterminé par la politique commerciale du domaine. Si effectivement on a la place pour pouvoir travailler, quoi. Ok. Il y a une question aussi sur la part de vos temps forts promotionnels type foire au vin sur votre chiffre d'affaires. Oui, bon après, rien de. Les plus gros mois, effectivement, sur le premier semestre, ça va être le mois de mars avec la foire au vin de printemps, et ça va être le mois de juin, notamment avec les rosés, et septembre sur la foire au vin qu'on lance aux alentours du 10 septembre, et évidemment la fin d'année du 15 novembre. Et quand je dis la fin d'année, nous, c'est 15 novembre et 15 janvier. Très bien. Et dernière question, et je vais élargir. Est-ce que vous continuez à sourcer produits toute France? Et moi, je vais élargir. On n'a pas parlé trop des bières et des spiritueux, mais finalement, quels produits cherchez-vous? Je sais que vous avez des projets sur les spiritueux notamment. Vous êtes en Oui, recherche de alors, quoi en ce moment, en fait? sur les vins pour le Languedoc, c'est une catégorie en fait. Alors on dit voilà
Quand le bâtiment va, tout va. Bah, nous, chez Vinatis, quand le Languedoc va, tout va chez Vinatis. Effectivement, ça a toujours été une région sur laquelle on a eu un assortiment très large, avec des positions fortes sur beaucoup d'appellations. Euh, et, euh, et sur le Languedoc, j'allais dire depuis 3 ans maintenant, on atteint un pic en 2021. Les ventes se sont stabilisées. Alors allez, pour plusieurs raisons. La première, beaucoup d'acteurs en fait du Languedoc se sont affranchis des appellations et sont partis sur des vins de France. Je peux donner l'exemple de Gérard Bertrand, hein, qui est parti sur le vin de France avec sa gamme Chouchou ou Rouge Clair, ou même Puéchaud avec sa gamme Argali en blanc et en rouge, ou même Jeff Carrel, hein, sur sa gamme Villa des Anges. Donc il y a eu ce phénomène-là, effectivement. Et puis après, effectivement, cette tendance, enfin, j'allais dire, voilà, c'est un petit peu essoufflé. Alors après, c'est peut-être plus en interne chez nous, où on n'a peut-être pas assez renouvelé, vous en parliez tout à l'heure, mais c'est peut-être un peu essoufflé. Effectivement, ça s'est fait, comment dire, au détriment de l'assortiment Languedoc. Alors quand je dis ça, on a notre force de frappe, ça reste les vins à moins de 15 euros. Et le Languedoc, dans cette gamme-là, effectivement, a une part prépondérante. Et on a souffert, effectivement, ce que je disais, d'un manque de renouvellement, certainement, des gammes, chose sur laquelle on travaille actuellement. Et donc, pour répondre sur les spiritueux, alors effectivement, les spiritueux, on s'est mis très tard sur ce marché-là, pour la simple et bonne raison que, bon, à l'époque, il fallait pouvoir financer le stock et les rotations sur les spiritueux ne sont pas les mêmes que sur le vin. Il faut pouvoir immobiliser un stock. Et qu'aujourd'hui, les spiritueux, voilà, on va dire, à peu près 3% de notre chiffre d'affaires, un peu moins. Mais par contre, effectivement, avec des acteurs, des pure players, la maison du whisky, Rhum Attitude, avec des choses clairement déjà établies, qui vont chercher véritablement les acheteurs experts de spiritueux. Nous, aujourd'hui, on est plus dans les acheteurs de vin euh, qui viennent nous acheter des spiritueux, donc qui viennent nous acheter en complément. Donc ça, c'est un objectif aussi à terme. Et aujourd'hui, quand je vous dis que ça représente voilà, entre 2,5 et 3% de notre chiffre d'affaires, ça l'est uniquement en France pour la simple et bonne raison que nous n'avons pas de stock sous douane. Donc c'est uniquement sur le marché français. Donc là aussi, c'est un objectif sur le moyen terme pour ouvrir à l'export. Très bien. Et dernière question. Donc, pour contacter le service achat, on envoie un mail, c'est ça? Alors pour contacter le service achat, oui, on envoie un mail, effectivement, achat@vinatis.com. Je vous dis, on reçoit chaque jour à peu près une dizaine de mails de fournisseurs. Nos acheteurs se déplacent en région à peu près tous les 3 mois sur chacune des régions et ils sont présents sur chaque salon professionnel. Très bien. Merci beaucoup, Alban. On va clôturer cet échange. Merci pour tout. Et puis, je vais donner la parole à nos entreprises. On Merci. a un peu de décalage dans le planning, mais c'est tellement intéressant. Et on parle tellement peu de tous ces sujets que ça vaut le coup de s'y arrêter. Du coup, je vais donner la parole à Lionel Albano pour La Menteuse. Lionel, est-ce que tu es là? Je suis là. Bon, merci beaucoup d'être là. Donc, Bon, moi, si vous ne me voyez pas. on te voit pas. Non. Allô? Oui, on t'entend bien, mais on ne te voit pas. Pourtant, je l'ai activé. Ouais, je suis désolé, je l'ai activé, mais elle ne veut pas. Donc, attendez, flou. On va mettre ça. Je sais pas. Non. Vous ne me voyez toujours pas? Non. Bah, elle coupe automatiquement. Ah, ça y est. Voilà. C'est bon, magnifique. Bonjour tout le monde. Parfait. Bonjour. Lionel, du coup, je vais te laisser te présenter La Menteuse. Et peut-être tu vas nous expliquer comment tu as commencé ton activité de vente en ligne. En plus, tu as la particularité d'avoir différents modes de vente, vente par site direct.
Mhm. jusqu'à encore l'année dernière, et vente par des tiers, notamment Vinatis. Donc, vas-y, je te laisse te lancer. Alors, je suis Lionel Albano, je suis le créateur et le fondateur de la menteuse, donc qui sont des spiritueux, des alcools des crèmes de menthe, de citron et de pomme. On a créé, la menteuse a été créée en 2018. Euh, je pars sur une idée sur justement un peu moderniser ces alcools qui sont mais qui n'étaient pas trop dans l'air du temps, etc. Et en fait, l'idée était de tomber les sucres et de baisser les degrés et de faire 100%, un produit 100% naturel. Et labellisé Sud de France parce que pour moi, c'était important d'être au bout de la filière un peu viticole. C'est-à-dire que bah, c'est des alcools viniques, c'est des sucres de raisin principalement qui rentrent dans la composition de nos produits. On travaille avec une distillerie qui est locale, qui est d'Occitanie, qui est le groupe Grappe Sud, qui est notre façonnier. Et voilà. Et donc, on démarre en 2018 avec une production de 5000 bouteilles, simplement, en disant on va faire un truc drôle. Et on s'aperçoit rapidement qu'il y a un engouement pour la menthe. Donc, 2018, on démarre avec 5000, on finit l'année avec 20 000 bouteilles vendues. 2019, c'est le début et la sortie de la pulpeuse. On se structure au sein de l'entreprise. Je vais peut-être éteindre ça, ça sera peut-être un peu mieux. On se structure au sein de l'entreprise. Et là, pour le coup, on sort un vrai site avec un site marchand. À la Donc, création, quasiment, c'est ça? ouais, c'est 2019, dès qu'on commence à avoir le deuxième produit, en fait, la pulpeuse, on crée notre petit site marchand. Et surtout, en fait, on le crée parce qu'on s'aperçoit qu'on a de la demande, parce que dès le début, on est très actif sur les réseaux, principalement Instagram. On a été très actif là-dessus pour faire connaître le produit. On s'est rapidement rendu compte que le produit, finalement, il était un peu universel et il était très jeune aussi dans son approche et dans les clients qu'on avait. Donc, on a axé un peu toute la communication sur le produit, sur les réseaux. Donc, il y avait une demande. Et on s'est rendu compte que le site, en fait, était un bon relais pour faire quelques ventes. Alors, ça a démarré tranquillement, hein. C'était pas des choses où on n'a pas fait des volumes colossaux du jour au lendemain. Donc, ça, c'est 2019. 2020, donc, on est confinement. On sort la croqueuse, donc la troisième à la pomme. Comme disait Monsieur Bérard tout à l'heure, effectivement, le Covid a été quand même un accélérateur de croissance pour nous aussi. Et là, on s'aperçoit effectivement que les produits sont de plus en plus connus, consommés, etc. 2021, on continue notre progression. On rentre chez Vinati, je ne dis pas de bêtises, ça doit être en 2022. Donc peut-être que M. Bérard, s'il connaît, enfin voilà, on a fait goûter nos produits, ils ont été sélectionnés. Et pour nous, là aussi, ça a été un début de commercialisation très important parce qu'on n'était pas encore représenté nationalement. Et à partir de là, les gens pouvaient commander et trouver nos produits plus rapidement. On était également sur bienmanger.com, si vous voulez tout savoir. Donc, c'était nos deux gros sites. On a toujours été, par contre, vigilants en ce qui concerne tous les sites un peu Amazon, tout ça, parce qu'on ne voulait pas que le produit soit dégradé en termes de prix, etc. Donc, pour nous, c'était vraiment important. 2023 et 2024, on continue la progression et on finit 2024 avec 225 000 bouteilles vendues, donc sur toute la France et 8 pays à l'export. Voilà un petit peu. Tout circuit confondu, c'est ça? Tout 225 circuit 000. confondu, hein, on n'est pas sur Internet, que sur l'e-commerce, bien évidemment. J'aimerais, mais non, Voilà. c'est pas Et voilà. pour toi, quel est le rôle de ton site? Enfin, quel était le rôle du site vitrine, justement, et du site Alors, e-commerce en direct, quoi? le site vitrine venait en appui de tout ce qui était réseau. On a mis un QR code Oui. sur chaque bouteille qui renvoyait vers notre site vitrine.
de telle façon à ce que les gens puissent, s'ils avaient envie de commander spontanément via leur smartphone. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, on s'est rendu compte que c'était un outil indispensable à ce niveau-là. Donc ça a été un petit facteur de développement. Alors, il faut bien voir que par exemple, sur 2024, sur les 225 000 bouteilles vendues, notre site vitrine, on a fait 1500 bouteilles dans l'année. Vous voyez? Donc ça reste quand même une part infinitésimale. C'est pas quelque chose sur lequel j'avais décidé d'axer une croissance. On était plus, nous, en B2B sur du CHR. Et Vinatis et bienmanger.com venaient véritablement en complémentarité en fait du développement CHR, dans le sens où si on ne le trouvait pas chez un caviste dans une ville donnée, on pouvait toujours commander via ces deux sites. Donc c'était quand même très très important pour nous. Voilà. Et c'est vrai que par rapport à ce QR code, quand on préparait cet entretien, tu m'as parlé du pic de commande du samedi-dimanche. Justement, voilà, on parlait de l'importance du réachat, de la prescription, etc. Et c'est vrai que cette initiative-là de mettre le QR code sur le packaging était plutôt intéressante, même pour traquer qui vient. Ouais, alors on est bien d'accord que voilà, c'est un webinaire de professionnels, donc on va pas trop. Mais en fait, c'est de l'achat spontané. Nous, on avait un produit qui était un produit festif, fin de soirée, etc., où les gens s'amusaient, enfin prenaient en digestif nos produits, enfin prennent en digestif nos produits. Donc on est sur de l'achat festif, fin de soirée, les gens s'appelaient, etc. Et le fait d'avoir justement ce QR code sur la contre-étiquette permettait systématiquement d'arriver sur notre site, d'arriver sur la boutique du site, et les gens, en fait, commandaient directement via leur smartphone, pouvaient acheter de la menteuse. Et effectivement, on se rendait compte que le lundi, on avait des pics de du week-end, puisque les commandes arrivaient le lundi, on avait des pics de commandes qui étaient véritablement importants. Et c'était lié, effectivement, alors c'était, il y a un pont, il y a des trucs, enfin, on fait la fête, ça sort, La etc. prescription, oui, tout à fait. Ouais, c'est de la prescription de suite, hein, totale et absolue. Les gens goûtaient, commandaient, adoraient, retournaient la bouteille, voyaient le QR code, clac, ça flashait, ça commandait, automatiquement. Est-ce que tu as fait des investissements spécifiques en termes de pub, de promo? Est-ce qu'il y avait une ressource humaine dédiée? Non. Ou est-ce que finalement c'était de la croissance naturelle et tout un écosystème qui en fait, faisait que ça prenait... C'était de la croissance naturelle et en fait, l'écosystème de mon site se nourrissait de la croissance naturelle. Hein. Vous avez vu le rapport, on avait vraiment un site, c'était pas énorme. 1500 bouteilles vendues sur le site en 2024. Par rapport à versus 225 000 bouteilles, c'est quand même des commandes infinitésimales. Mais par contre, ce qui était vachement important, c'était le fait que la menteuse était de plus en plus visible. On s'était rendu compte qu'en faisant ça, même s'il n'y avait pas de la commande, on se retrouvait à avoir, par exemple sur 2024, on avait les stats, on a eu 85 000 clics sur notre site. Donc, si ce n'est pas de l'achat immédiat, c'est de la publicité induite et qui va générer de l'achat à terme. Donc, on avait ces 85 000 clics et ça nous donnait aussi une répartition en fait de qui venait voir notre site. Et c'était quand même assez intéressant parce qu'on avait 55% de visites qui étaient féminines et 45% qui étaient liés, voilà, c'était des hommes, etc. Et ça nous donnait aussi notre base de savoir qui venait cliquer. Et là aussi, on retrouve un peu les données que tu avais mis sur les slides, c'est-à-dire cette clientèle qui est entre 25 et 35 ans et qui est maintenant la clientèle qui consomme le plus via du e-commerce. Donc, est-ce que la boutique en elle-même était intéressante, 1500 bouteilles versus 225 000, je vous dirais non. Par contre, en termes de publicité indirecte et directe sur la menteuse, oui, c'était fondamental. Et la gestion, juste, et après on va finir et on va donner la parole au domaine joli. Et, au niveau des expéditions, la gestion logistique, etc., c'était pas trop... Enfin, voilà, c'était gérable sans équipe dédiée. Oui. Nous, on le faisait en interne. On avait, on travaillait avec Colissimo et La Poste.
On préparait les colis. Alors, le problème, effectivement, c'est le coût. Parce que nous, on avait des bouteilles d'1 litre qui sont quand même assez lourdes. Chaque bouteille fait 1,6 kg quand même. Donc, c'était quand même du poids, c'était volumineux, etc. On mettait jusqu'à, je crois, 120 euros d'achat. On mettait un port à 15 euros, ça payait pas le port, mais au moins ça limitait ça limitait un peu les pertes à ce niveau-là. Et au-delà de 120 euros d'achat, on offrait le port, donc ça partait comme ça. Et après, c'est Colissimo qui passait, qui nous récupérait. On faisait passer 2 fois par semaine pour mutualiser les commandes, hein, généralement mercredi, vendredi. Et comme ça faisait des rotations. Et voilà, la poste passait, prenait tout, ça partait, il n'y avait pas de souci. Pas trop de casse aussi, parce que c'est important. Mm. Euh, donc ça, il faut, voilà, on avait effectivement des petits soucis là-dessus. Mais je crois que sur l'année, on a dû avoir, je crois, 5 colis cassés de mémoire, donc c'est pas énorme. Donc ça fonctionnait plutôt pas mal, ouais. C'était plutôt actif et réactif. Très bien. Et on livra à domicile, pas en Ouais, point relais, à très bien. domicile. Et en conclusion, allez, si tu avais un conseil à donner aux personnes qui sont connectées aujourd'hui, qui se demandent s'il faut se lancer en ligne, voilà, si tu avais... Alors, Ah, allô? du spiritueux que l'on décide de mettre en place. Nous, en ce qui nous concerne sur la monteuse, très tôt, on est parti sur CHR, très avec des C'est terrible, c'est pile au moment du conseil ultime. J'entends plus, je suis la seule ou... Non, non, pas du tout, non. Laurent? Non, non, c'est figé. C'est figé. Ok. Quelqu'un m'entend? Non, non, c'est frisque. Moi, je vous entends, mais je pense que Ok, c'est on a perdu la Lionel. partie. Lionel, c'est terminé, malheureusement. Bon. Lionel, on ne t'entend plus. On garde le conseil pour la fin si jamais il arrive à se reconnecter. Exactement, on va faire ça. Je te Super, donne la parole, Laurent, super. et on va finir du coup avec Virgile Joly. Merci beaucoup aussi d'être là. Merci beaucoup. Est-ce que Virgile, vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Eh ben, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui ai mené à notre entretien. Et merci surtout pour votre patience. Euh, donc, je voulais vous demander, bah, parce qu'il y a quand même pas mal un paquet de vignerons connectés, et ben, vous le savez déjà, hein, c'était de présenter rapidement quel est le domaine Virgile Joly et avoir les conseils bah, d'un vigneron qui s'est lancé dans la vente en ligne, quelle qu'elle soit, et voir bah, voilà, les difficultés auxquelles vous avez été bah, confrontés. Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous pariez à l'avenir? De toute façon, je serai à même voilà, de rebondir au fil de l'entretien, mais je vous laisse initier voilà, la présentation, s'il vous plaît. Donc, moi, je suis Virgile Joly. Donc, on est installé à Cessa-Tournai, donc dans l'Hérault, une petite appellation village au cœur des terrasses du Larzac. Et un petit peu la spécificité du domaine, c'est que moi, à la base, je suis œnologue. J'ai travaillé quelques années comme œnologue. Et ça me tenait à cœur de faire mon propre vin. Donc, j'ai démarré en 2000 avec 5000 bouteilles. Voilà. Et aujourd'hui, on a 30 hectares. J'ai démarré de suite en agriculture biologique. Donc, je fais un peu partie des pionniers de l'agriculture biologique au niveau de la région. Et puis, très tôt, en fait, en 2001, donc la deuxième année, il y a un auteur anglais qui est venu passer un an avec moi et qui a écrit un livre qui s'appelle Virgil's Vineyard. Et à partir de là, on a été de suite propulsé, entre guillemets, sur la vente aux clients particuliers, puisque on avait les gens qui avaient lu le livre qui venaient nous voir. Donc, ça nous a forcé dès le début à avoir un caveau de vente, à faire un accueil client. Et puis en plus, bon, moi je suis quelqu'un de très passionné, j'adore mon métier, donc c'est toujours un plaisir de recevoir, d'expliquer notre façon de faire. Et au fil du temps, on a un fichier client qui s'est bâti, qui est devenu de plus en plus important. Et on fait des offres 2 fois par an à nos clients. Et à partir de là, on les livre.
Est-ce qu'il y a une part un donc, peu, je me permets de vous couper, Virgile, ce fichier, on peut parler, après, libre à vous, hein, mais de la part d'international et de nationaux dans ce fichier, est-ce que vous expédiez beaucoup à l'étranger, si alors vous le non, non, souhaitez? ça reste français, hein. Ça reste Ça reste français? aujourd'hui, Ok. on expédie qu'en France. Donc, on a voulu effectivement chercher une croissance et optimiser et se simplifier le travail avec un site internet qui nous permettrait puisque c'était uniquement papier. Donc, c'est tombé en 2020. On a démarré donc avec des aides de la région. Donc, on s'est dit, on fait un site, on rénove Internet, on a un site internet marchand et on essaie de. Je vois des commentaires que la connexion est médiocre. Peut-être j'ai coupé la vidéo, Non. non? Oh, oh. Bah, si vous Non? préférez, oui, peut-être, mais sinon, moi, je Non? rentre pas spécialement de Peut-être ça va augmenter le difficulté. débit? Pardon? Ouais, ouais, ça peut être une solution. Je vais essayer, vous me direz si c'est mieux, sinon. Merci beaucoup, hein. Je suis revenu, excusez-moi pour la Il n'y a coupure pas de impromptue. souci, Lionel, on va garder le conseil pour la fin. On était passé avec Virgile, si ça vous Ouais. ennuie pas. Non, Merci. pas de souci, mais c'était juste pour vous informer. Je laisse Virginie Super. continuer. Merci, Lionel. Oui, donc on a eu la volonté de faire un site internet pour essayer justement de trouver de nouveaux clients et aussi pour faciliter à notre clientèle l'achat de nos offres. Donc aujourd'hui, on a 75% des achats qui se font, enfin non, pardon, 50% qui se font via le site internet sur nos offres. Et on a, enfin, attendez, non, c'est 75% qui se fait via le site internet et 25% qui sont en livraison. Donc on a quand même via le site internet, une partie des gens viennent quand même au domaine après chercher les vins. Donc, vous faites du click and collect, en fait. Oui, c'est ça. En fait, on a les deux. On a la livraison et partie click and collect. Alors, je me permets de vous poser une question, Virgile. Pour le site internet, parce que bah, voilà, vous avez tout bâti, voilà, enfin, seul avec votre famille, vous avez demandé les services d'une agence pour développer ce site, vous l'avez fait vous-même par vos propres moyens, comment ça s'est passé? Alors, on a intégré ça dans un financement par la région. Et donc, on avait inclus, la première étape, ça a été d'avoir des visuels. Donc, on a un photographe qui est venu. Et après, effectivement, on a cherché une agence. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect site internet et l'aspect référencement. Donc, finalement, j'avais un pour du référencement qui finalement faisait pas de site, qui m'a organisé des sites. Donc là, ça a été un petit peu. Donc nous, c'est pas des gros budgets d'investissement. Le budget global était quand même de 20 000 euros subventionné à cette région. Mais une fois que l'enveloppe était épuisée, on n'avait pas beaucoup d'argent à remettre dedans. Donc le premier écueil avec le site internet, le webmaster qui nous a fait le site internet, ça a été que on a eu un prix, j'allais dire, d'appel sur la création du site et sa mise en œuvre. Mais après, chaque petite modification, chaque rajout coûtait extrêmement cher. Donc aujourd'hui, par exemple, on a abandonné ce webmaster et on travaille avec quelqu'un qui est nettement moins cher et qui finalement, peut-être en design est moins bon, mais étant donné que le design avait été fait, sur la partie fonctionnelle, ça nous va bien. Donc, Après, il y avait la partie, dans la mesure où on voulait essayer de trouver une nouvelle clientèle, mais c'était la partie référencement. Et là, à nouveau, pour un budget, alors que je vous bêtise, on devait être sur un budget de 3 000 euros par an. Sur ce budget-là, il y avait encore beaucoup de travail à notre charge. Et donc là, finalement, on a tenu un an à ce niveau-là sans trop de résultats. Donc, c'est vrai que ces derniers temps, on a un petit peu lâché là-dessus et on se contente finalement. Aujourd'hui, notre site fait. Voilà, mon témoignage, c'est
c'est pas un témoignage de grand succès, mais c'est la réalité aussi du vigneron. Nous, on a du mal à être vraiment très actif sur les réseaux, même si on a des publications régulières, même si on essaie de s'y tenir et que quand même on le fait, on a du mal à trouver des nouveaux clients et à les faire venir sur le site. Malgré, je vous dis, une année où on a payé du référencement et où on était essayé d'être encore plus actif, on n'a pas eu un retour très important là-dessus. Et non, moi, de toute façon, enfin, vraiment, moi, je suis ravi de ce témoignage, hein, Virgile, puisque si vous me permettez de résumer, dites-moi si je me trompe, mais l'idée, donc, ça a été d'investir avec des aides de la région un montant conséquent, en tout cas à cette échelle, sur un site. Le petit écueil, ça a été de ne pas prévoir justement un budget suffisant pour gérer, ben, voilà, avec cette agence, les évolutions. Vous avez pu trouver un freelance qui peut, ben, voilà, gérer un petit peu ben, le quotidien, en tout cas les évolutions plus régulières nécessaires. Et l'idée, c'est de répondre surtout aux demandes des clients de la base existante, qui ben, voilà, est régulière, et après aller chercher du nouveau client en ayant son propre site e-commerce. C'est là où on se heurte à une difficulté et où on a besoin d'investissements qui sont tels que quand on est comme vous, j'imagine, au four et au moulin, c'est un petit peu plus compliqué à gérer. Oui, c'est exactement ça. Oui, oui. Ok. Et nous, Ok. aujourd'hui, c'est vrai que euh, on est en train de se poser des questions à comment on trouve du client particulier, parce que on connaît son avantage, il est fidèle, il paye de suite, et on a des bonnes marges, entre guillemets, puisque c'est un prix public, quoi. Oui, ça c'est l'avantage considérable. C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé, mais enfin si, les Mélodies l'avaient évoqué en début de présentation, mais les marges forcément, elles sont plus importantes. Est-ce que vous, aujourd'hui, même quand vous vous adressez à votre base existante, et si on fait fi de tout ce qui est voilà, de la prospection en ligne, on le comprend bien, et puis quand on voit Vinatis qui parle, etc., on voit bien que c'est des budgets importants aujourd'hui pour être référencé quand on veut voilà, apparaître, enfin, vendre à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous diriez que juste avec votre base là et en gérant au quotidien le site et les expéditions ou le click and collect que vous faites chez vous, ça reste une activité qui est rentable si j'intègre le temps passé pour un vigneron? Sur mon utilisation actuelle, Ouais, oui, oui. Ah oui, oui, bah, enfin, pour nous, ça nous a, enfin, le site internet, il faut se dire qu'avant, les gens, ils nous passaient leurs commandes par mail. Donc, on avait une saisie, donc on travaille avec une plateforme de logistique. Il fallait qu'on enregistre, nous, la commande chez nous, après qu'on la ressaisisse sur la plateforme de logistique. Donc, le site internet nous a permis d'automatiser toutes ces opérations-là. Donc, on a un gain important. On a une clientèle qui n'était pas forcément, une partie de la clientèle n'était pas forcément habituée à acheter en ligne. Ils s'y sont mis, je dirais, et même cela. Et le gain est important pour tout le monde. Et même maintenant, ils trouvent ça assez confortable, quoi, hein. d'accord, d'accord. Oui, donc c'est pour le coup, c'est quelque chose sur lequel vous allez quand même, c'est un canal que vous maintenez et que vous investissez autant que possible. Oui, oui, c'est un canal qui reste important pour nous. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Et après, dans les autres choses que je peux rajouter, c'est que nous, on est passé 2 fois sur TF1 le dimanche après-midi et, euh, et une fois sur Carnet de campagne, euh, parce qu'on a gagné un, un Green Wine Award en Angleterre sur le développement durable. Donc, c'est comme le vin le plus vert au monde. Ça a été titré comme ça. Et là, on a bien vu les pics de fréquentation. En revanche, on s'attendait à avoir des ventes un peu plus importantes. On a eu beaucoup de témoignages de gens qui nous félicitaient. Et finalement, les ventes se sont comptées sur les doigts d'une main, quoi. Ah Les ouais. commentaires et les visites, il me semble que quand on est passé sur TF1, c'était 1500 visites. Et derrière, ça a généré une dizaine de commandes, quoi. Donc, on voit comme quand même, le vin, je pense, qu'il a une difficulté, parce que justement, quand même, c'est des questions de goût. Et c'est difficile pour un acheteur qui ne connaît pas du tout, qui connaît pas, quand c'est TF1, c'est toute la France entière qui voit. Donc, les gens ne sont pas forcément C'est ça. acheteurs de vins de Languedoc, qui ne connaissent pas forcément nos appellations.
le bio, le vin bio, bon, chez les amateurs de bio ou de vin, ça commence à avoir une bonne notoriété, mais c'est peut-être pas le premier, ce qui va créer l'acte d'achat. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il fait dire que là aujourd'hui, on va continuer nos efforts et essayer de maintenir une visibilité, mais sans trop y investir d'argent et de temps quand même, parce que aussi on a ces autres activités en tant que vigneron, bien entendu, quoi. Bien sûr, bien sûr. Oui, donc en fait, effectivement, l'effort c'est vrai, je comprends aussi, hein, c'est ce que disait Mélodie au début avec l'idée du nouveau client. Il va avoir facilité à comparer des offres de livraison en 24 heures au ras des pâquerettes, on peut le dire, hein, avec voilà, quelqu'un qui essaie de faire ça seul chez lui. Forcément, vous pouvez peut-être pas être compétitif et vous allez être peut-être finalement moins attrayant à un moment quand on est sur ce type de consommateur, alors qu'avec peut-être un caveau de vente et d'autres choses additionnelles où on crée un peu plus d'émotion et de l'échange, ben là, finalement, le consommateur va être plus prompt, des gens que vous connaissez, à venir acheter sur le site et faire l'effort du surcoût, finalement, parce que vous êtes seul à gérer ça. Oui, tout à fait. Et c'est comme disait Alban, même si je ne suis pas Gérard Bertrand, et même si on a à Saint-Saturnin une belle appellation, c'est le pays des grands vins, il y a peu d'acheteurs qui achètent 12 bouteilles du même vigneron. Voilà. Ouais. Et même si on a alors, nos clients fidèles, oui, parce qu'on a une gamme, on a 5 rouges, on a 3 blancs, un rosé, une carthagène. Donc, on a une belle gamme. Donc, ça aide nos clients qui connaissent bien nos vins, mais un client va boire des vins de différentes personnes. Ouais. Je pense que c'est un autre frein, ouais. Eh ben, merci beaucoup pour ce témoignage, c'est très clair. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut finir peut-être sur, si tu me permets, Mélodie, sur un conseil de Virgile et un conseil de Lionel? Alors, on avait dit ça, et peut-être un conseil d'Alban, si ça n'avait pas été fait, je ne vais plus souvenir. On vous entend pas, Alban. Non, je vais commencer, je voulais juste répondre à la dernière remarque, effectivement. Et ça, c'est la nouvelle tendance. Quand je disais qu'on panachait et qu'on avait un mix de références assez conséquent, je rejoins le propos qui a été dit. Hein. Effectivement, il y a 3-4 ans, on avait ces commandes de 18, 24 ou 30 bouteilles du même producteur. Et on voit que ça s'est accéléré depuis 2 ans, en fait, où voilà, même des gros faiseurs, en fait, où on pouvait avoir 18 bouteilles d'une même référence. Maintenant, on arrive sur 6 bouteilles. Sur la fin d'année, voilà, aujourd'hui, c'est très compliqué de vendre 6 bouteilles de champagne d'une même marque. C'est assez clair. Aujourd'hui, on voit que les comportements d'achat ont évolué, quoi. Quand j'ai démarré, moi, donc grâce à ce livre, on vend il y a toujours beaucoup en Angleterre. Et du coup, on avait tout conditionné en caisse de 12. Donc, quand les gens me disaient un carton, c'était un carton de 12. Mais ça fait longtemps. Eh ouais, c'est sûr. Merci à tout le monde. Laurent, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Si tout est clair pour tout le monde, c'est bon. Mais puis de toute façon, on est à dispo. Oui. Et voilà, si vous avez d'autres questions après le webinaire, n'hésitez pas. Merci à tous les intervenants. Merci, on a dépassé un peu, mais je pense que ça valait le coup. Enfin, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Et puis, n'hésitez pas. Et surtout, donc on a le dernier webinaire demain sur les réseaux sociaux. Vendredi, on vous enverra le questionnaire de satisfaction et on vous demandera ce que vous souhaitez traiter sur la semaine e-commerce de l'année prochaine. Donc, vraiment, exprimez-vous. Et à très bientôt. Merci beaucoup, Virgile, Lionel, Alban. Merci. Merci. Au revoir. Merci à tout le monde.